Le mont Simandou, situé dans la préfecture de Bela, en région forestière, renferme l'un des importants gisements de fer au monde. Sous la vision éclairée et le leadership du président Mamadi Doumbouya, ce méga-projet est désormais à la portée de la Guinée après plusieurs décennies de tâtonnements. Avec un investissement de plus de 15 milliards de dollars américains attendu, le projet Simandou constitue un pont pour la prospérité tant attendu par les Guinéens. En prélude au lancement officiel de la phase d'exploitation, Rio Tinto Simfer a organisé un voyage de presse sur le site où la sécurité et la santé des travailleurs et des visiteurs est une priorité. Avant tout accès sur les installations, les visiteurs sont conduits à la salle d'induction en santé et sécurité où une courte vidéo est diffusée à leur intention suivie d'un briefing par un spécialiste en santé et sécurité au travail. Ensuite, des casques, gilets, lunettes et chaussures de sécurité leur sont distribués pour garantir leur sécurité. Rio Tinto et Simfer, nous avons vraiment des critères de sécurité qui, je dirais, qui sont au-dessus, je dirais au niveau mondial. On fait partie de l'élite au niveau sécurité. C'est des critères qu'on veut garantir ici sur la Guinée. Après, l'équipe a pris la direction de la salle de simulation virtuelle en conduite d'engins lourds où les conducteurs sont d'abord formés avant d'être déployés sur le terrain. Et là, ça bouge comme camion. Vous allez voir les mouvements, le mouvement de camion, on peut conduire à l'hôtel, retourner, aller au Wisdom. Ça, le but de ça, c'est pour simuler vraiment la réalité, ce qui se passe dans la vie. On a des participants comme des personnes qui n'ont jamais conduit la voie dans la ville. On les ne voit pas directement la réalité, c'est trop risqué. On va venir simuler tout ce qui est la conduite. Chez Rio Tinto, la formation des jeunes Guinéens est aussi une priorité comme l'indique le deuxième pilier du projet Simandou consacré à l'éducation et la culture. Au centre de formation, plusieurs modules sont dispensés tels que l'électricité, la mécanique, la soudure, l'informatique. Nous faisons les engins lourds et les engins légers. Et chez nous, nous avons 20 étudiants avec nous. Et notre programme est structuré comme suit. Nous avons, comme vous avez vu avec mon collègue, 38 modules à dispenser qui sont établis sur 6 semestres. Et chaque semestre est une étape pour nous. Donc nous avons 6 étapes à affranchir. Et donc les 6 semestres sont sur 3 ans. Chaque semestre, il identifie, n'est-ce pas, un niveau. Donc ça fait 3 niveaux différents répartis, n'est-ce pas, chaque niveau en 2 sections qui sont des semestres. Et donc, nous travaillons avec ces étudiants qui sont venus de plusieurs domaines parce qu'on a des gens qui sont venus qui ont fait droit, il y en a qui ont fait, quand j'ai vérifié un peu physique, il y en a qui ont fait biologie. C'est vrai, ils viennent, on a 2 dedans qui ont fait le bac cette année. Donc, ils sont vraiment mélangés, mais ils ne sont pas d'abord spécialisés. Ils sont venus tous dans le domaine où ils sont tous nouveaux. Et donc on les a pris, nous sommes en train de les former théoriquement et pratiquement. À chaque étape, on a un objectif. Chaque étape, par exemple, le premier semestre, on se dit à la fin du premier semestre, ils doivent être capables, n'est-ce pas, de faire une maintenance de premier niveau. De premier niveau pour tout un mécanicien. Et à chaque étape, on a un objectif donc à atteindre. Et dans la globalité, c'est de les rendre opérationnels. Quand ils finissent leur formation, ils sont aptes pour tous les domaines de la mécanique des engins mobiles. Ils peuvent intervenir comme inspecteurs maintenanciers. Moi, à ma disposition, j'ai 17 apprenants que je vais prendre en première année jusqu'en troisième année. C'est 3 ans d'enseignement pédagogique, théorique et pratique. L'essentiel,
c'est de former. C'est ce qui est très essentiel. Quand tu formes quelqu'un, tu l'as donné tout. Je ne peux pas vous dire que c'est Rio qui va les employer ou que c'est quelqu'un d'autre. Nous, ce qui relève de nos compétences, c'est de les former. Et Rio a mis tous les moyens à notre disposition dans ce sens-là. Le gisement de Simandou est divisé en 4 blocs. Les blocs 1 et 2, gérés par Unique Consortium Simandou, et les blocs 3 et 4 par Simfer, une co-entreprise détenue par Rio Tinto, Chinalco et l'État guinéen. Et là, nous sommes sur les blocs 3 et 4 où les wagons de train sont en phase de chargement pour le port de Moribaya. Alors actuellement, vous trouvez ce qu'on appelle au COS, qui est l'endroit où on stocke le minerai de fer qui est déchargé de la montagne et qui est concassé sur ce site. Donc ça, c'est actuellement du minerai de fer qui a 65% de teneur en fer, donc relativement fort, très fort contenu. C'est une zone en fait où le minerai est sorti de la montagne et est déchargé par camion ici, et c'est concassé avec 3 machines portables qui sont des concasseuses mobiles. Et nous avons actuellement 1,5 million de tonnes de minerai de fer qui est stocké, qui est déjà prêt pour être envoyé sur le marché. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est l'endroit où nous allons faire le concassage et le chargement manuel du minerai, tant qu'en fait les infrastructures permanentes qui sont en cours de construction seront mises en place. Donc actuellement, nous visons la deuxième moitié 2026 pour avoir les infrastructures permanentes démarrées, et on peut commencer la production en chargeant les trains, en utilisant les silos de chargement que vous avez vus en cours de construction pendant la visite. La partie infrastructure qu'on a en cours de construction actuellement va être finie deuxième moitié 2026. Donc ça permettra de commencer à monter en charge au niveau transport. Et le but du jeu, c'est commencer à 20 millions de tonnes de minerais en fin 26, début 27, l'année 27 pour commencer. Et on va monter rapidement en charge pour arriver à la capacité de la mine qui est à 60 millions de tonnes pour la première phase. Actuellement, nous avons aujourd'hui 10 500 personnes sur le site en train de travailler. Nous faisons au niveau contenu local, il y a plus de 80% des gens qui sont des Guinéens qui travaillent sur le site. Et le reste sont des expatriés chinois et occidentaux, je dirais. Pour moi, c'est un privilège de travailler en Guinée sur un projet tel que Simandou, parce que Simandou, pour moi, c'est plus qu'un méga projet. C'est plus que construire une mine ou des infrastructures. C'est construire quelque chose qui va donner quelque chose de pérenne pour le pays, pour la population guinéenne. Et ce sera bien sûr des retombées énormes au niveau économique, et ça permettra à la Guinée d'être vraiment, je dirais, au niveau mondial reconnu comme l'équivalent du Pilbara en Australie. Le projet ne se limite pas à la mine, il comprend un vaste plan d'infrastructure nationale, le chemin de fer transguinéen de 650 km dont plus de 70 km réalisé par Rio Tinto relie les mines de Simandou au port en eau profonde de Moribaya sur la côte atlantique dans la préfecture de Furikaria. Ce réseau ferroviaire sera multiservice, c'est-à-dire utilisable pour le transport de marchandises et de passagers. La société Rio Tinto a également réalisé un tunnel, des ponts et une gare ferroviaire dans la préfecture de Bela. Comme vous le savez, nous faisons la voie unique. Et nous sommes actuellement au niveau du portal S, qu'on appelle ici communément S-Portal. Nous avons 2 portals, le portal S et le portal Ouest, qui est de l'autre côté. Donc, nous sommes derrière moi, nous avons le bijou là, cette infrastructure qui est le tunnel qui s'étend sur une longueur de 926 mètres, qui est aujourd'hui terminé et totalement équipé. Et comme vous le voyez, à 20 h, le train va passer ici. Au lieu de contourner, nous avons fait le tunnel. Vous pouvez voir le relief qui est là. Donc, c'était mieux de faire le tunnel et passer sur le tunnel. Sur les 72 km, nous n'avons qu'un seul tunnel. C'est l'unique tunnel que nous avons. Nous avons 5 ponts. Et nous avons à 138 ponceaux. Pour que ce tunnel soit réalisé, il nous a pris 1 an. Les 72 km commencent de Kérouani jusqu'à Bela, à la mine de Simfer, au niveau
du bloc 3 et 4. Quand je prends notre embranchement ferroviaire, nous n'avons qu'une seule gare qui se situe plus précisément à Bela, qui se trouve dans la région de Zérékoré. Donc c'est la seule gare que Simfer est en train de faire. Il y a d'autres gares qui se trouvent sur la voie principale qui est de l'autre côté vers WCS, qui prend de Kerewani à Morebaya. La partie infrastructure ferroviaire sont finies. La seule chose qu'on a à faire, c'est la boucle ferroviaire dans la mine qui sera finie dans les prochaines semaines. Mais ça n'empêche pas l'exportation de minerais. Et la ligne principale qui dessert la mine de Simfer et la mine de WCS est déjà mise en place parce qu'on envoie déjà des trains sur le port de Morebaya. Souciée de l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement, la société Rio Tinto a aménagé un espace appelé pépinière, composé notamment d'un laboratoire dédié à l'étude des espèces de plantes en voie de disparition. Donc, bienvenue aussi dans notre banque de semences que nous appelons le Seed Lab. Et dans cette banque de semences, vous avez vraiment les semences de toutes les espèces menacées du projet. Les espèces menacées ici, nous parlons des espèces rares, des sites dégradés et aussi parmi ces espèces, vous verrez, il y a certaines espèces qui ont un intérêt socio-économique. Quand nous prenons le Garcinia cola, le petit cola qui est là, c'est une espèce, tout le monde entend parler petit cola, mais c'est une espèce qui est très difficile à faire germer. Et la plupart de ces espèces, certaines de ces espèces sont utilisées aussi par certains animaux pour la nourriture ou la nidification. Quand nous prenons cette espèce qui est là, à feuilles rouges là, c'est cette espèce-là que les chimpanzés utilisent pour faire leur nid, généralement. Donc, puisque nous vivons dans un écosystème très riche en biodiversité, alors pour l'exploitation de ce projet, il faut vraiment tenir compte de tous les aspects. Donc, nous devons vraiment développer ce projet de façon responsable, tout en minimisant les impacts de nos activités sur la faune, la flore et aussi sur la communauté. Pour parler de l'historique de ce projet, nous avons rencontré Sidiki Kone, directeur du département contractuel management. Au-delà de son poste, Kone est le plus ancien puisqu'il est là depuis 1998. Et au début, réellement, on ne savait pas, on devait s'attendre à quoi. Parce que quand on est venu ici pour la première fois, je vous dis, partout, c'était la forêt. Quand vous montez au pic de fond, vous regardez partout, à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, c'était la forêt partout. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire les premières prospections, prélever les échantillons, aller les voir et savoir exactement à quoi on peut s'en tenir du point de vue géologique et minière. Et c'est ce qui fut fait. Quand cela a été fait, il fallait essayer de réfléchir aussi comment accéder à la montagne. Comment accéder à la montagne? Qu'est-ce qu'il fallait faire en première approximation? C'était un camp. Maintenant, ce n'est pas sur la montagne, c'est à Kangaïst ici qu'il fallait faire le camp. On a essayé de planter, on a essayé de mettre 2 tentes seulement ici. Ça a commencé avec 2 tentes. Et ici, au niveau de la réception, c'est là où on était installé. C'est à partir de la réception qu'il y a eu cette conception maintenant. On a envoyé des gens qui ont essayé de réfléchir comment accéder à la montagne. Et la route maintenant de la jonction, la route de Bela-Zérékoré, de la jonction là-bas, on a essayé de faire la route jusqu'au niveau de Kangaïst ici pour un premier temps. C'est quand on a mobilisé maintenant toute la logistique au niveau de Kanga, on a commencé à réfléchir, à faire d'abord, à essayer d'abord de monter sur le pic de fond, essayer d'identifier les différents endroits là où on pouvait faire la route pour monter au pic de fond. Et ça, avant d'être là d'abord, le programme de forage continuait avec les opérations de transport des machines de forage sur pratiquement toute la montagne. C'est quand maintenant on a su que ce projet va être viable, on s'est lancé dans la construction de la route. Et définitivement, la route est arrivée sur le pic de fond entre 2000 et 2001. Le projet Simandou est crucial pour la Guinée car il représente un levier de transformation économique et sociale majeur. Il devrait stimuler la croissance du PIB, créer des milliers d'emplois, moderniser les infrastructures, routes, ports, chemins de fer et assurer des revenus importants pour l'État. Le méga-projet Simandou ambitionne de faire de la Guinée un hub logistique régional et promouvoir le développement d'autres secteurs comme l'agriculture, l'éducation et la santé.